With a few exceptions, it is a phenomenon of middle latitudes and occurs over a wide belt. In some European areas, hail is altogether too regular in frequency. This year, the strongest storms are already beginning to cause concern. A strong hail the size of tennis balls first hit Spain. Cars and trees were badly damaged. The city of Castellón was particularly damaged by the hail. The thunderstorms did not stop there. Having gained new strength, they struck with even greater force on Italy. People ran trying to hide from stones from the sky. The city of Pordenone was immobilized for a couple of hours. Climate change or simply unstable weather gives already thinking about the terrible behavior of weather disasters. Avec cette question, ce soir, sera-t-il possible un jour de contrôler la météo, faire pleuvoir sur commande, éviter la grêle ou encore maîtriser les orages? Une question sur laquelle se penchent de plus en plus de pays pour différentes raisons, on va le voir. Alors demain, qui fera la pluie et le beau temps? On en parle avec nos deux invités. Franck Galland, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et puis auteur de Guerre et eau, votre dernier livre sorti aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Jean-Pierre Wolf, physicien franco-suisse et professeur à l'Université de Genève. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de TV5. Franck Galland, je vous pose la première question avec un chiffre. Tout d'abord, les 2/3 de la population mondiale pourraient manquer d'eau d'ici 2025. L'eau, un bien donc de plus en plus rare sur notre planète. Est-ce que c'est devenu un enjeu stratégique et sécuritaire, cette question de l'eau? Entièrement. L'eau devient un sujet de sécurité collective. On estime qu'à l'heure où on se parle, 1 milliard d'individus vivent dans des zones soumises à pénurie hydrique, c'est-à-dire disposant de moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. Très clairement, des zones où il ne pleut plus ou pas beaucoup. On va regarder dans un instant un reportage concernant ces modifications et cette recherche de l'eau. Mais Jean-Pierre Wolf, avant ça, je voulais vous parler de la Chine qui a annoncé un vaste programme de modifications météorologiques en fin d'année dernière. Objectif, lutter contre la sécheresse, éviter la grêle ou encore augmenter les rendements agricoles. La Chine, elle est actuellement en pointe sur ce sujet. Ah, tout à fait. Depuis les Jeux Olympiques de 2008, ils ont consenti un effort absolument phénoménal pour ensemencer les nuages et faire pleuvoir sur le nord du pays. Et j'ai entendu en début d'année qu'ils envisageaient de couvrir une surface qui était à peu près égale à la surface de l'Inde. Ce qui serait effectivement très très important. Alors on parle de l'Inde, mais il y a d'autres pays en plus de l'Inde et de la Chine. Je vous propose justement de regarder ce reportage de nos confrères de France 2, reportage datant de 2017, mais qui montre l'ensemble des projets passés et à venir. Regardez. C'est le pari de dizaines de scientifiques. Dans plusieurs pays frappés par la sécheresse, ils cherchent par tous les moyens à intensifier les pluies. Comment procèdent-ils? Contraindre un nuage à libérer ses gouttes, est-ce vraiment possible? Les Émirats arabes unis sont en première ligne dans ce domaine. C'est l'un des pays les plus arides. Il pleut là-bas 10 fois moins qu'en France. Mais depuis quelques années, le pays pense avoir trouvé la solution grâce à ses avions. À leur bord, ces drôles d'engins, des fusées remplies de cristaux de sel. L'avion décolle et une fois dans les nuages, déclenche ses fusées. Il libère ainsi ces cristaux de sel au milieu d'un nuage rempli de petites gouttes. Par un processus physique, les gouttes vont s'agglomérer autour du sel, former une condensation, grossir et tomber au sol. Ce n'est que quand il y a des conditions qui sont favorables à la formation de la pluie qu'à ce moment-là, on augmentera le rendement de cette précipitation. Et au lieu d'avoir par exemple 20 mm, on en aura 25 ou 30. Chaque vol coûte environ 3 000 €. Ensemencer les nuages, la technique n'est pas nouvelle. Les premiers essais datent de 1946. En Thaïlande, pour devancer la saison des pluies, le sel est jeté directement depuis l'avion et libéré dans les nuages. En Russie, les militaires assuraient en 2007 avoir réussi à faire pleuvoir juste avant un défilé pour ne pas le perturber. Même chose à Pékin en 2008, où la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est déroulée sans une seule goutte. Mais est-ce dû à l'ensemencement ou simplement au hasard? Les montagnes favoriseraient la pluie. Alors les Émirats arabes unis ont décidé d'en créer une, artificielle. Elle pourrait ressembler à cela.
Ils réfléchissent actuellement à son emplacement, sa hauteur et sa largeur. Le projet pourrait coûter 100 milliards de dollars. Franck Galland, je vous voyais sourire un petit peu en voyant ce reportage, puisque vous disiez, c'est pas vraiment nouveau effectivement, cette recherche de la pluie à tout prix. En 1932 était créé à Leningrad, donc en Russie soviétique, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le premier institut pour faire pleuvoir. Et puis en 1946, M. Schaeffer, qui était ingénieur chez General Electric, a inventé cette technologie et très vite le Pentagone s'est forcément intéressé à la question. Et dès 1947, le programme Cyrus était lancé, programme militaire destiné à faire pleuvoir sur l'ennemi et qui a du reste été utilisé fin des années 60, début des années 70 contre le Viet Cong au Laos et au Vietnam. On va revenir dans un instant avec vous sur ces conséquences militaires de cette recherche de pluie. Avant cela, Jean-Pierre Wolf, est-ce qu'il y a d'autres techniques que l'ensemencement, comme on vient de voir dans ce reportage, pour aller chercher la pluie, justement? Oui, alors c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille. Parce que c'est clair que quand on envoie des nanoparticules, que ce soit d'ailleurs du sel ou plus classiquement du iodure d'argent dans l'atmosphère, on pollue l'atmosphère, on dépose des métaux lourds, etc. Et notre approche est de remplacer cette pollution chimique par des lasers et donc en fait ioniser l'air, utiliser les ions comme germes de condensation plutôt que des agents chimiques. Justement, vous travaillez actuellement, il me semble, sur ce processus-là pour le valider un petit peu plus tard, hein, c'est ça? Tout à fait. On est en fait actuellement en campagne de mesure sur le Sentis, qui est une montagne en Suisse de 2500 mètres, mais alors pour une autre application qui est plutôt de contrôler la foudre, toujours avec des lasers. Jean-Pierre Wolf, est-ce qu'il pourrait y avoir, avec les techniques actuelles, des risques sur la santé des personnes? Alors, des expériences qu'on a menées jusqu'à maintenant, probablement pas. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Donc c'est un petit peu ça contre lequel on se bat, parce que les quantités sont très importantes. Ils sont envoyés par des fusées de type roquettes utilisées dans la défense habituellement, ou alors par des avions, et les quantités sont très très conséquentes. Donc il y a non seulement le côté éthique, le vol de l'eau un peu, comme le disait notre collègue tout à l'heure, il y a aussi le côté polluant et la pollution à long terme des sols. Franck Galland, le vol de l'eau, c'est l'un des autres volets de cette recherche de la pluie à tout prix. Il y a clairement un sujet éthique derrière tout cela. Alors, le détournement de nuages, détournement de la météo à des fins de souveraineté et à des fins militaires est normalement encadré par un traité signé en 1977, ratifié par 120 États. Mais dans les faits, vous voyez par exemple le sujet que soulevait le professeur Wolf tout à l'heure sur cette volonté de l'État chinois d'utiliser quasiment 1,5 fois la superficie de l'Inde pour se lancer dans les programmes d'ensemencement de nuages inquiète beaucoup l'Inde au sud, puisque depuis le Tibet, si des campagnes de tir ont lieu effectivement pour ensemencer les nuages, les conséquences risquent d'être sur le Brahmaputra, qui est l'artère fémorale, une des artères fémorales de l'alimentation en eau de l'Inde. Parce que son agriculture dépend de la mousson en Inde. Je dirais l'usage de l'eau en Inde à 80% se fait à vocation agricole, mais également à vocation domestique, à vocation industrielle, à vocation de refroidissement. En tout cas, l'eau est un sujet de sécurité et de souveraineté en Inde. Et effectivement, les Indiens sont très très vigilants à ce qui peut se passer en territoire chinois, c'est-à-dire au Tibet, par rapport à la fois sur le détournement des fleuves, je pense au Brahmaputra, mais aussi à l'utilisation des nuages. Vous savez, cette utilisation de la météo à des fins nationales est forcément inquiétante. Ça rappelle étrangement, je dirais, cette vieille bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, Black et Mortimer, SOS Météore, où on a le vilain Ulrich et le professeur Milok qui effectivement font pleuvoir sur l'Europe occidentale. Donc ça a de tout temps inquiété, et le fait que l'homme veuille se prendre pour Zeus, à savoir le dieu des dieux qui fait pleuvoir, et aussi le dieu de la
la foudre et du tonnerre. Ça, c'est particulièrement inquiétant à mon sens. Mais selon vous, c'est le nouveau rêve des grandes puissances de contrôler la pluie, justement? Clairement, aujourd'hui, les armées de l'air nationales, à la fois de grandes puissances, mais d'États comme le Mexique, par exemple. Le Mexique a donné très récemment, compte tenu de la situation de sécheresse, vocation à son armée de l'air de lutter contre la sécheresse par l'ensemencement de nuages. Taïwan, qui connaît aujourd'hui une rare, parce que c'est un pays quand même tropical, en tout cas connaît une rare raréfaction de sa ressource et se met à utiliser l'ensemencement de nuages à partir de C-130 de son armée de l'air. Donc à la fois de grandes puissances, effectivement comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, mais également de pays confrontés à une rareté de la ressource. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les programmes les plus ambitieux dans le domaine sont aux Émirats, puisque les Émirats voient dans cette technique d'ensemencement de nuages les mêmes types de solutions que le dessalement ou la recharge artificielle de nappes. Jean-Pierre Wolf, je rebondis sur un début de réponse que vous nous avez fait tout à l'heure. Est-ce qu'au-delà de la pluie, est-ce qu'on pourrait aller un jour plus loin, contrôler la grêle, la puissance de la grêle, les températures, voire la foudre, comme vous disiez, et pourquoi pas un jour la puissance du soleil? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce contrôle de la météo? Alors, bon, premièrement, notre objectif est clairement pas des effets de type géo-engineering dans le cas du contrôle de la foudre. Dans le cas du contrôle de la foudre, c'est de protéger des installations sensibles des impacts de foudre, et donc en particulier des aéroports, des parcs d'éoliennes, des grandes manifestations avec des grandes densités de population, etc. Donc l'idée n'est pas du tout de modifier vraiment la météorologie, mais plus de protéger des sites sensibles. Et puis l'autre chose, je pense qu'il faut quand même bien distinguer la géo-ingénierie, où l'idée est d'avoir des effets à long terme sur le climat et donc quelque part compenser les modifications climatiques actuelles à long terme. Donc je pense à faire des sortes de parasols contre le rayonnement solaire ou la capture du CO2, etc. Ça, c'est typiquement du géo-engineering qui est dédié au climat. Et puis les actions qui sont faites plus pour diminuer les impacts de ces changements climatiques, et là, qui sont plutôt des effets météorologiques, des événements extrêmes. Donc l'idée, c'est plutôt d'empêcher les types d'inondations qu'on a vues la semaine dernière. Franck Galland, il nous reste 20 secondes. Vous complétez la réponse de Jean-Pierre Wolf, c'est ça, éviter ce qu'on a connu là en Europe ces derniers jours, c'est ça le défi de demain. Ça fait clairement partie des solutions, effectivement, et surtout sur le contrôle de la foudre et des impacts que les orages peuvent avoir sur des infrastructures vitales. Merci messieurs, merci à tous les deux, Franck Galland et Jean-Pierre Wolf, pour toutes ces excellentes explications. On sait beaucoup plus clair maintenant. Merci à tous les deux. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you, it's raining. That's unbelievable. Oh, NASA's playing God. It's making its own weather.
啥子嘛，又来了。Alors, sur la Manche libre, oui, la Manche libre qui parle d'un truc à Dubaï, du coup. À Dubaï, de la fausse pluie pour lutter contre la chaleur à Dubaï. Le service météo use d'une technique surprenante pour rafraîchir les habitants en période de forte chaleur, faire tomber de la fausse pluie. Les précipitations aux Émirats Arabes Unis sont assez rares dans cette région très aride. Moins de 100 mm de pluie tombent chaque année, et les températures atteignent facilement les 50 degrés durant l'été. En France, ce chiffre s'élève en moyenne entre 500 et 1800 mm par an. Face aux fortes chaleurs, le service météo des Émirats Arabes Unis a déployé des drones qui ont une tâche bien particulière, envoyer des décharges électriques dans les nuages pour provoquer des précipitations. Ce projet est préparé en collaboration avec l'université de Reading en Angleterre. C'est chaud quand même. Ils envoient un drone et ils balancent des décharges électriques dans les nuages, quoi. C'est trop bizarre. Alors, par contre, quelques problèmes dans cette technique, apparemment, on va regarder la vidéo après. Cette technologie provoque bel et bien des intempéries, mais elle ne contrôle pas l'intensité et la quantité des averses. Il faut noter que le territoire, les infrastructures, mais aussi les habitants émiratis ne sont pas du tout habitués aux fortes précipitations. Résultat, les intempéries ont inondé des voies et des autoroutes autour de Dubaï, et le trafic a ainsi été fortement perturbé. Beaucoup n'ont jamais conduit sous la pluie. Les averses artificielles pourraient servir à préserver l'activité agricole en période de sécheresse. États-Unis et Chine développent aussi d'autres techniques qui créent des précipitations artificielles en injectant dans les nuages avec un taux d'humidité élevé de l'iodure d'argent. Cela permet d'accélérer la condensation et provoque des pluies. Mais la fausse pluie n'est qu'une réponse ponctuelle au vrai problème, le changement climatique. Bien conclu. Oh la vache! Ah ouais, quand même, là... C'est incroyable l'averse qu'il y a eu là. Bah tu m'étonnes qu'ils sont pas habitués, c'est des troncs d'eau là. Ah ouais, pourquoi pas faire ça sur les circuits de Formule 1, hein, par exemple. Tu envoies un drone dans le ciel, ça fout de la pluie. Je suis sûr qu'ils vont le faire un jour. Dans 10-20 ans ils le feront. Quand il y aura pas assez, quand il y aura plus assez de pluie sur les circuits, ils en mettront artificiellement. Avec le vote des fans, tiens, allez. Pendant qu'on y est, pourquoi pas? On en est. Bon, bah alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve quand même que c'est un peu genre ce qu'il y a eu avec le projet HARP, là, contrôler le climat, contrôler la météo, etc. Bon, c'est pas vraiment ça, mais c'est quand même un peu étonnant hein, de faire tomber de la pluie artificiellement. Bon, c'est un peu contre nature, je dirais. Après, c'est sûr que si ça peut aider l'agriculture, etc., si ça peut éviter à des gens de mourir de faim, bon, c'est peut-être pas si mal. Voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires. Ciao, ciao.
าศาลเพราะว่าในกทมเนี่ยวันนี้มีรถทั้งหมดประมาณ 9.8 ล้านคันใน 9.8 ล้านคันเนี่ยเป็นรถดีเซล 2.5 ล้านคันมันปริมาณมหาศาลจะถามว่าจะไม่ให้รถเขาเข้าเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันไม่ถูกต้องหน้าที่ของราชการเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันกันไปเพราะฉะนั้นใน Aujourd'hui, je vous emmène en Inde, dans l'Himalaya. Et je vous présente Sonam Wangchuk, ingénieur malin et imaginatif qui, depuis 7 ans, érige des glaciers artificiels dans l'Himalaya pour sauver des villages. Sonam Wangchuk n'en peut plus de voir son Ladakh natal privé d'eau. Cette région reculée à 4000 mètres d'altitude, aussi froide que déserte, est touchée par la hausse des températures, comme les sommets grandioses qu'elle regarde. Les chutes de neige se réduisent autant que les glaciers reculent, entre 20 et 47% aujourd'hui, privant d'eau les terres et habitants de ces lointaines contrées. Faute de pouvoir cultiver de quoi manger, ils quittent leur village à contre-cœur, direction la plaine et les villes. Mais notre ingénieux Sonam a donc trouvé une parade. Son système détourne l'eau en très haute altitude pendant les mois d'hiver. Elle est acheminée un peu plus en contrebas à travers des conduits qu'il faut bien entretenir pour qu'ils ne gèlent pas. Et au bout du tuyau, l'eau jaillit. Sauf qu'il fait moins 20 degrés dehors, donc elle se fige, elle, au contact de l'air, et se transforme en immense sculpture de glace, une vraie petite montagne qui devient réservoir d'eau géant. Le plus grand de ces glaciers artificiels, 40 mètres de haut, stocke 9 millions de litres qui irriguent les alentours en fondant au printemps quand il faut s'occuper du blé, de l'orge ou des légumes. Le tout premier, érigé en 2013 au pied d'un monastère, a permis de reboiser les alentours. Et alors, à part se faire à l'entretien la première année, il paraît que c'est pas de tout repos, l'accueil est très bon par les populations. D'autant que la forme de ces glaciers artificiels fait penser aux stupas, ces structures bouddhistes en forme de dôme qui renferment souvent des reliques sacrées. Donc même la tradition est là. Les habitants des villages du Ladakh ont participé à l'apparition de 26 stupas de glace cette année, c'est pas mal. Mais 240 millions de personnes ont la vie dure dans l'Himalaya à cause du changement climatique généré par les activités des villes, rappelle Sonam Wangchuk. Ces châteaux d'eau glacée sont donc aussi un symbole pour montrer que les actions des uns ont des répercussions sur d'autres, pourtant bien loin de tout. On y est, les amis, on y est. On est en train de contrôler les éléments, comme dans le film. Voilà. Souvent, on a vu des films où, vous savez, ils contrôlaient le climat, et puis ça devenait incontrôlable, et puis c'était le chaos total. Et bien là, c'est pareil. À Dubaï, ils ont fait tomber de la pluie à l'aide de drones. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont envoyé exactement dans les nuages, mais la pluie est tombée. Alors, ça, ils le font bien évidemment que pour les gens qui ont de l'argent. Ils n'auront pas à faire ça au Soudan ou dans les pays où il y a la famine, où il manque de la pluie pour l'agriculture ou quoi. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Ils font que pour les personnes qui ont de l'argent. Ça, c'est une particularité de l'être humain qui ne pense vraiment qu'à sa gueule. Donc ça, c'est une particularité de l'être humain. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? Parce que, bien évidemment, c'est pas anodin de faire ça. Quand tu joues avec le climat, tu dérègles encore plus le climat. Déjà, le climat, il est mort. Il est mort. Il est fini. Il n'y a plus de climat. Voilà. Tu as pu t'apercevoir par toi-même que le climat, il est terminé. Ils ont développé cette technique depuis de nombreuses années. En Amérique, en Chine. Des fois, ça a provoqué des tempêtes. Ils ont voulu faire tomber un peu de pluie. Et ça provoque des tempêtes. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est le climat, tu ne peux pas contrôler. Tu envoies une étincelle, ça prend, et tu ne peux pas contrôler. Ce qui est important de savoir, c'est que ces techniques-là, elles donnent l'illusion qu'on peut contrôler le climat. Tu ne peux pas contrôler le climat. C'est un ensemble de points mondiaux. Et le problème, c'est que
ça fait croire aux imbéciles que ça va résoudre tous les problèmes. Il y a par exemple, en Chine, quand ils ont trop de nuages, ils envoient des fusées, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils envoient dans le ciel. Il n'y a plus de nuages. Là, ils veulent de la pluie, ils envoient un truc dans le ciel, il y a de la pluie. Tu crois que ça va durer longtemps comme ça? Ça va pas durer longtemps comme ça. Au plus on fait des choses, au plus on détraque la planète, au plus ça accélère. Voilà. Donc, écoute, pense pas trop, profite de la vie, parce que bientôt, l'être humain, il n'y en a plus. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et ça sera une chose bénéfique pour la planète. Bon, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, de tes amis, de ta famille, de ta santé. Peu importe, de toute façon, on finira tous au fond du trou. Allez, ciao. Le tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée soleil artificiel qui existe déjà depuis 2006 en Chine, a atteint 100 millions de degrés au niveau des électrons, avec une température de 50 millions de degrés pour les ions. Le HL2M devrait quant à lui atteindre les 100 millions de degrés ioniques. Or, comme le précisent les scientifiques, ce sont bien les ions qui sont la source d'énergie. Au total, ce nouveau soleil artificiel pourrait donc porter sa température globale à 200 millions de degrés. Ces chiffres sont vraiment incroyables. Au cœur de notre véritable soleil, la température est de 15 millions de degrés. C'est aussi pour cette raison que son fonctionnement ne peut être bien long. Le nouveau réacteur HL2M Tokamak expérimentera des solutions améliorant la flexibilité du champ magnétique et optimisant la décomposition du plasma. Pour ce faire, les scientifiques feront des tests sur de basses fréquences, puis les augmenteront en résolvant les problèmes à chaque niveau franchi. Ouais.